Bon, l'objet est simple, je vais aller très vite sur l'introduction. Vous avez, pour ceux qui étaient là ce matin, entendu Jean Viard qui a insisté sur ce renforcement de la question de l'habitat, du lieu qui protège, où on passe de plus en plus d'heures dans nos vies de plus en plus longues. Je crois que c'est un vrai gros sujet, et y compris quand il y a fait référence aussi ce matin, quand on confine les gens chez eux parce qu'il y a une maladie, et qu'ils allument la télévision, on leur explique qu'il y a moins de pollution, qu'il y a moins de CO2, etc. Mais comme leur habitat à eux est un danger pour leur santé, on les met aussi en danger. Et donc on passe de plus en plus d'heures dans le logement, et je crois que c'est extrêmement important. On a beaucoup de sujets d'architecture, population, les spécificités locales. Vous avez repéré qu'il faisait quand même un petit peu chaud. On a quelques messages de vos territoires où c'est pas tout à fait pareil aujourd'hui, hier comme aujourd'hui. Donc on va essayer de trouver dans cette table ronde quels sont les ressorts d'accélération. Donc encore une fois, il y a les territoires zéro exclusion énergétique qui explorent beaucoup de solutions, mais là on va essayer de se donner un peu plus on va essayer d'élargir. Et donc on va commencer par l'hôte, par Marseille. Bon, alors, pourquoi avoir fait ce démonstrateur? Enfin, est-ce que l'éradication de l'habitat indigne est un sujet prioritaire pour cette collectivité locale? Eh bien, en fait, quand on est arrivé à la tête de la ville, c'était en 2020, c'était 2 ans après les effondrements dont vous avez sûrement entendu parler, les effondrements de la rue d'Aubagne, avec 8 victimes. 3 immeubles qui se sont effondrés, et c'était quelques années après un rapport ministériel, un rapport qui a fait grand bruit également sur l'habitat indigne à Marseille, le rapport Nicole, qui recensait en fait sur le centre urbain notamment dégradé 40 000 logements indignes, et donc 100 000 Marseillais qui vivent près de, enfin 100 000 c'est presque un huitième, on va dire 20% de la population marseillaise vivant dans un logement indigne sur Marseille. Donc effectivement, la question du logement était la priorité numéro 1 avec la question des écoles, parce que malheureusement, on est aussi dans une ville, en tout cas en 2020, on était dans une ville où Libé faisait sa une sur l'état dégradé des écoles, honte de la République à Marseille. Et donc les écoles et la question du logement, c'est 2 enjeux prioritaires pour notre ville. Depuis, il y a des réponses qui ont été apportées. Il y a notamment un partenaire qui suit justement les territoires zéro exclusion, et celui des Chartreux notamment, c'est la SPLAIN, qui est une opération d'intérêt général, d'intérêt national même, qui est portée sur le centre ancien dégradé, et qui a permis, en fait, qui travaille aujourd'hui sur 4 îlots démonstrateurs. 4 îlots démonstrateurs où va être mis en place en fait des grands projets de rénovation urbaine, y compris sur les îlots, y compris sur les espaces publics, pour transformer et adapter, transformer structurellement ce bâti, mais également permettre une meilleure adaptabilité des espaces publics sur le cœur de ville. Donc voilà, ça c'est l'état des lieux, on va dire, quand nous sommes arrivés. Les opérateurs, donc avec une vraie volonté politique via la SPLAIN, de résorber l'habitat indigne, ça mettra des décennies, parce que malheureusement c'est un héritage qui est extrêmement lourd, hein. C'est pas malheureusement une crise structurelle. Quand on est arrivé, c'était pas qu'une crise de logement, c'était aussi une crise humanitaire, avec des milliers de délogés qui vivaient à l'extérieur de chez eux, qu'on a eu du mal à reloger. Donc voilà, on met en place des dispositifs. On souffre d'un déficit structurel de logements sociaux également sur le territoire, et notamment sur le centre-ville. Il y a des fortes disparités entre le nord de la ville, on est plutôt à des taux de 40% de logements sociaux, et le cœur de ville, où il y a un taux de pauvreté important, mais on est plutôt à 8% de logements sociaux. Donc c'est ça qui a fait le lit en fait des marchands de sommeil, et donc en quelques années de l'habitat indigne à Marseille. Merci pour ce premier... Je n'ai pas répondu à ta question. Non, mais ça va venir. Non, parce qu'il y a un moment, il faut y revenir autrement. Quand les gens ne veulent pas répondre, on trouve des solutions. Besançon. Alors, Besançon, très connu sur les questions climat. Ça a été une des premières villes de la Convention des maires. Je crois que c'est peut-être même le premier plan de déplacement urbain durable, si ma mémoire est bonne. La question aujourd'hui, c'est comment vous croisez la question de justice sociale et d'environnement, en gros, ou plus simplement, comment on croise climat et très grande précarité.
Oui, alors c'est vrai qu'on a développé les énergies renouvelables assez tôt, j'ai envie de dire, sur Besançon. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que... Alors, je vous parle des bâtiments de la... Je vous parle des bâtiments de la ville, puisque pour la population, c'est un peu plus compliqué, mais rien que sur nos bâtiments, on a fait le choix déjà de consommer de l'électricité verte, donc pour tous nos bâtiments. Alors, ce n'est pas de l'électricité verte locale, on en est pour le local, la production d'électricité verte sur notre ville, on en a à peu près à 15% pour l'instant. Et pour ce qui est après du chauffage, si on met toutes les énergies renouvelables, on a encore malheureusement une grande part de gaz, mais on est le 3e massif forestier de France, et donc on a aussi un réseau chaleur, on a de la géothermie, on a des croches chaufferie-bois, donc avec ce bois qu'on a localement. Et on a un projet un peu innovant qu'on a du coup du mal un peu à mettre en place, c'est qu'on a un quartier prioritaire, un gros quartier prioritaire, puisque c'est un quartier dans lequel habitent 20 000 personnes. C'est une petite ville dans la ville, puisqu'à Besançon, on a 120 000 habitants. Là, c'est 20 000 habitants pour un seul quartier. Et sur ce quartier, il y a donc, pour le chauffage, disons, le réseau chaleur. Et on a décidé de mettre en commun donc, des bâtiments. Donc c'est de l'autoconsommation collective patrimoniale à l'échelle de la ville, de bailleurs sociaux et de l'agglomération. Donc il y a 7 bâtiments sociaux. Donc les bailleurs sociaux vont mettre des panneaux photovoltaïques sur leur toiture. Sur 2 écoles de la ville de Besançon, on va également mettre des panneaux photovoltaïques, et sur 2 parkings de l'agglomération en ombrière, des panneaux photovoltaïques. Alors tout ce mécanisme se met en place avec un concessionnaire, voilà, donc il y a à mettre en place, mais le but, c'est là que je voulais en venir, le but c'est de baisser la facture électrique, d'électricité des occupants dans les logements sociaux. Donc on est parti sur moins 10% par rapport au coût de l'énergie avant la crise donc, énergétique. Et voilà, c'est le but qu'on s'est fixé. On est en train de mettre ce projet donc, en place sur ce quartier. Et comment ça se passe avec tes collègues adjoints sociaux? Est-ce qu'il y a une collaboration? Attends, la question, c'est est-ce que dans les équipes, l'engagement social, l'engagement climatique fonctionnent bien ensemble, ou tout ça, c'est des politiques séparées qui ont du mal à se retrouver? Parce que le logement concentre les différentes problématiques. Alors, sur ce projet-là, particulièrement, non, plus globalement. Plus globalement, moi, enfin, non, il n'y a aucun problème, en fait. On travaille ensemble. Alors, on a mis un service sur la ville. C'est peut-être ça aussi qui nous simplifie un peu la chose, c'est qu'on a un SLIM, et que ce SLIM est un service à part entière de la direction de la maîtrise de l'énergie. Oui, même donc la directrice est très très impliquée sur le SLIM. Voilà. Donc peut-être que c'est pour ça que ça facilite tout le travail qu'on peut faire. Et après, on travaille sur le territoire avec la maison de l'habitat, avec la DIL, avec les partenaires plus généraux. Florence, merci, pardon. Florence, Grand Paris Grand Est, une application qui a déjà quelques années, avec des résultats. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment c'est arrivé d'avoir le fait de prendre le logement comme une priorité, et qu'est-ce que concrètement vous avez pu mener? Alors, il s'avère que dans Stop Exclusion énergétique, on a eu l'occasion plusieurs fois de récompenser dans les trophées la lutte contre la précarité énergétique. J'en profite d'ailleurs, vous avez des documents à l'entrée si vous voulez participer. Cette année, c'est ouvert, mais en dehors de ça, un peu de vision globale sur le sujet. Très bien, merci beaucoup. Tout d'abord, ça commence il y a 6 ans et 1 jour. Donc c'était un 18 juin il y a 6 ans, où Xavier Lemoine, qui est maire de Montfermeil, président du territoire Grand Paris Grand Est et vice-président de la métropole du Grand Paris, a présenté un rapport qui avait été fait par la SEM Île-de-France Énergie, par Dorémy, et qui tirait une sonnette d'alarme en disant c'est simple, nos maisons aujourd'hui, elles ont été construites il y a longtemps. On a un niveau de conditions de vie, conditions d'insalubrité qui est en chute libre. On a des habitants qui ont de plus en plus de mal à se chauffer. Les enfants qui sont dans les programmes de réussite éducative habitent tous dans des maisons. Les familles les plus en difficulté, idem. On voit des boîtes aux lettres
se développer devant une maison. Donc il y a quelque chose à faire. Et ça a été un électrochoc pour l'ensemble des maires, même ceux qui sont dans des villes, entre guillemets, peut-être moins fragiles. Les boîtes aux lettres devant les maisons, ça veut dire que, si j'ai bien compris, que ce qui était un pavillon pour une famille devient du logement collectif. Voilà, exactement. On a parfois 5 boîtes aux lettres, donc grosso modo, il y a 4 chambres, il y a une famille par chambre. On a aussi, bien évidemment, un certain nombre de choses qui se passent autour de ces pavillons qui font que les personnes qui habitent à proximité n'ont plus envie. Enfin, c'est vraiment la porte ouverte à beaucoup de difficultés. Et soit on attend un extrême de ce type-là, soit effectivement on fait de la prévention, on agit. Donc ça a été l'électrochoc qui a fait que l'ensemble des maires de la métropole du Grand Paris, et particulièrement 53, puisqu'il y en a eu 53 qui se sont engagés, se sont dit on n'est plus des maires constructeurs, bâtisseurs, mais on est plutôt des maires rénovateurs. Et ça a été le point de départ d'une démarche qui a permis de créer ce qu'on appelle un parcours de rénovation énergétique performante, où à chaque fois qu'on a rencontré un problème, je ne les ai pas comptés, ce serait intéressant de le faire, on a à chaque fois essayé de trouver les solutions. Et surtout, on a trouvé les partenaires, parce que ce parcours, il y en a un certain nombre qui sont dans la salle, c'est vraiment un ensemble de partenaires de toutes connaissances, compétences, qui ensemble nous permet d'aller beaucoup plus loin. Et puis on était super contents, mais ça ne marchait pas complètement parce que les ménages les plus fragiles, eh bien, eux, abandonnaient. Ils abandonnaient parce que les opérateurs se rendent compte qu'il n'y a pas assez de temps, il y a une écoute beaucoup plus importante, un accompagnement beaucoup plus fort, et puis voilà, si on met les choses à plat, ils ne sont pas payés pour ça, pas à la hauteur du travail nécessaire. Et donc en 6 ans, les premiers résultats ? Alors en 6 ans, les premiers résultats, on a à peu près 400 à 500 ménages avec qui on a été en contact. Il y a à peu près 30% de ménages qui ont fait les travaux. Il y en a beaucoup qui ont abandonné faute d'avoir un reste à charge qui puisse être pris en compte. Il y en a certains, ça a été un peu de première alerte. Actuellement, il y a des réunions de travail avec des ménages qui ont été identifiés en 2022. Mais en 2022, ça a été un premier contact, une première prise de conscience. Et là, maintenant, ils arrivent en se disant « Ok, là, je veux faire plusieurs types de travaux. 2024 et les aides, on a beau dire, critiquer, mais je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'aides. Et c'est vraiment, ça tombe très bien avec ta ZE. » Merci. Et donc, l'aspect très très dense sur une partie d'une des communes est territoire zéro exclusion énergétique. Alors, bon, Sophia Popov, on n'est pas là pour essayer de culpabiliser parce que Lyon n'a pas été candidat, mais on suppose que vous le serez sur le prochain tour. Mais comment, toi, tu abordes les choses, notamment sur la partie la plus précaire? C'est vrai que quand on traverse la plupart des centres des grandes villes, c'est le cas aussi à Strasbourg comme à Lyon, on ne voit pas forcément tous ces quartiers, tout l'habitat dégradé. Il n'y a pas qu'à Marseille, je crois, on est tous confrontés à ça. Comment travaille aujourd'hui Lyon face à cette situation qui est aussi dramatique qu'ailleurs, quoi. Alors oui, on n'était pas candidat, je ne sais pas quand est-ce que c'était l'appel à projet. Il y a un an. Oui, c'était un an. Le temps passe à une vitesse. Voilà. On n'avait pas encore identifié le collectif comme un acteur. Et donc, nous, sur notre territoire, on a la spécificité d'avoir une métropole qui est à la fois intercommunalité et département, et donc qui est aussi autorité organisatrice de l'habitat, et qui a développé depuis 2015 un programme d'aide à la rénovation énergétique assez important. En 2020, je me permets de parler un peu de la métropole, puisque je suis aussi conseillère de la métropole, et comme c'est un acteur important... Pardon de ne pas l'avoir dit. Hein? Pardon de ne pas l'avoir dit tout à l'heure. Si on devait citer tous nos titres, je pense que ça serait trop long. Et donc, on a décidé, par exemple, au niveau de ce programme Éco-Rénov', déjà de mettre un accent important sur le financement aussi des rénovations énergétiques en quartier populaire, y compris en quartiers qui sont conventionnés en rue, puisque avant 2020,
les anciennes équipes préféraient concentrer vraiment les aides sur le parc privé finalement. Et donc on a vraiment, aujourd'hui on est à 50-50 entre le financement des rénovations dans le parc privé et 50% de nos aides qui vont aux bailleurs sociaux, y compris dans des quartiers qui sont en rue et donc financés par l'État. Et la métropole s'est aussi lancée dans le programme SLIM. Et donc on a un SLIM. Alors nous, notre SLIM, c'est pas intégré au sein des services, c'est un partenariat avec Solia. Et au niveau de la ville de Lyon, on a aussi des actions, mais qui sont un peu éparpillées. Et donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché de Stop Exclusion Énergétique, en voyant la dynamique qui était créée, aussi de voir comment vous travaillez de façon partenariale autour du sujet de la lutte contre l'exclusion énergétique, et pour pouvoir prendre des bonnes pratiques et les intégrer dans nos méthodes, parce qu'on voit qu'on est des territoires extrêmement différents, mais il y a des choses qui résonnent chez chacun de mes collègues. Quand vous parlez de sujets, je me dis ah bah oui, moi ça me fait penser à tel quartier. On voit bien qu'on est confronté en fait à des choses communes, et c'est vrai qu'à la ville on a aussi cette volonté de travailler de façon multipartenariale. C'est une méthode qu'on développe, par exemple, alors on n'était pas candidat ni lauréat de territoire zéro exclusion énergétique, mais par contre on a été lauréat d'un appel à projet de la Commission européenne sur les villes climatiquement neutres à l'horizon 2030, et donc notre action principale au niveau de la ville de Lyon avec le concours de la Commission européenne, c'est vraiment de créer une grande agora avec tous les partenaires de la ville en fait, pour se mettre en chemin vers le défi ville climatiquement neutre en 2030, et pas uniquement de rester. Donc voilà, donc ça nous semblait intéressant de nous rapprocher de votre réseau pour tirer l'expertise de tous ces beaux territoires qui sont déjà bien engagés. Peut-être on peut prendre un moment sur un sujet important qui est justement l'écosystème là. Parce qu'une des grandes difficultés, on en parle depuis hier, c'est identifier les personnes, créer le climat de confiance. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que vous avez des partenaires privilégiés? Est-ce que ça se passe bien entre les associations? Il y a le CCAS, pas tout le temps évidemment, mais il y a toute la médiation sociale, il y a les acteurs de la solidarité, Secours populaire, Secours catholique, ATD Quart-Monde, enfin si je commence, c'est pareil, c'est une liste qui est un peu sans fin. Comment vous travaillez pour créer cette dynamique, pour aller chercher ces gens qui sont souvent, on utilise l'expression les invisibles, mais elle est souvent assez vraie. Comment ça se passe alors on va commencer des gens peut-être un peu plus anciens sur le sujet, parce que à Besançon, comment ça se passe sur toute cette partie vraiment identification? Sur la partie identification, si je devais parler d'associations avec lesquelles on travaille, il y avait tout un public qu'on n'arrivait pas à capter dans la précarité énergétique, qui étaient les étudiants. Puisque les étudiants, ils sont à Besançon, on est censé avoir des hivers très très froids et des étés chauds. Là, le froid, ça commence à être de moins en moins froid, mais du coup, on a des étudiants qui habitent souvent sous les toits et qui nous disent l'hiver j'ai froid, et l'été, ils nous disent qu'ils sont obligés de louer comme c'est les périodes d'examen fin juin, ils louent des chambres d'hôtel pour faire des révisions pour leurs examens. Donc des situations un peu compliquées. Et puis des jeunes donc, qui se retrouvent à ne pas pouvoir payer leur facture énergétique. Ils ont des loyers de 200 € et ils doivent payer une facture énergétique de 100 € par exemple par semaine. Alors là évidemment c'est impossible pour eux. Et on a du mal donc à les joindre, ces jeunes, puisqu'ils viennent pas. Alors avec le SLIM souvent on a plein de donneurs d'alerte, mais on va aussi lorsqu'il y a des dons alimentaires qui sont faits pour les plus précaires, donc dans le domaine de l'alimentation, et on les retrouvait pas, ces étudiants. Donc il y a COP21 notamment, qui est une association nationale qui vient de créer donc d'arriver sur Besançon, et on a travaillé avec eux dernièrement. Et ils ont accepté qu'on vienne. On a eu une initiative un peu pour aller vers les étudiants, un peu originale. Nous, c'était vraiment essayer de prendre contact. C'est qu'on a floqué des Liggins, puisqu'on a
on estime que si vous portez un legging chez vous l'hiver, vous pouvez diminuer votre chauffage de 1,5 degré. Donc on a proposé ça aux étudiants parce qu'on a vraiment des étudiants qui cherchent ça. Et que je vous dis, quand ils sont chez eux, c'est pour travailler, ils bougent pas. Donc et ils étaient vraiment très contents de cette initiative. Et du coup, ça a été un peu relayé par la presse et c'était ça a tellement fait le buzz que même les maisons de retraite nous disent mais nous aussi on a des vieux qui bougent pas dans les maisons de retraite, nous aussi on aimerait bien des leggings, enfin voilà. Donc pour nous c'était une approche, mais voilà, on essaye de mettre en place des choses comme ça aux côtés des associations. Donc là c'était des associations qui vont donner de l'alimentation aux personnes en situation de précarité. À Marseille, Slim aussi, donc, mais qui est encore en mise en place. Quelle est l'ambition à travers le Slim ? À Marseille, en fait, pour revenir, on bosse avec Stop Exclusion Énergétique à Marseille depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et c'est vrai que le premier enjeu, c'était de travailler en fait avec l'ensemble des acteurs locaux qui travaillaient, qui font un travail remarquable. Mais l'idée, c'était de voir ce qui manquait sur le territoire en termes de coordination, en termes de synergie qui pouvait être créée. Donc, on a monté cette alliance locale, on va dire, autour de la précarité énergétique. Et le premier débouché, c'est vrai que le premier objectif, avant le territoire zéro exclusion qui était encore à bien finaliser, c'était la mise en place d'un SLIM, effectivement, pour mieux repérer les ménages qui sont isolés et les personnes en situation de précarité, notamment les familles monoparentales. Et donc, on a travaillé, effectivement, et l'Alliance a facilité cela avec les différents donneurs d'alerte, CCAS côté public, l'APHM, parce qu'on a la chance d'avoir Michel Rubirola qui s'est engagé dans la démarche et qui a engagé ses services. Et donc, les services également de santé se sont impliqués fortement sur ces questions. Donc voilà, en tout cas, il y a un vrai écosystème aujourd'hui qui travaille ensemble, qui discutent ensemble, et les territoires ont plus enclenché avec d'autres acteurs. Je pense à des établissements bancaires, à des acteurs de la formation, enfin tout le réseau professionnel qui aujourd'hui travaille sur la question du territoire zéro exclusion. Et Grand Paris, Grand Est, comment vous faites remonter ces candidatures? En tout cas, comment on identifie et surtout comment on crée ce climat de confiance, parce qu'autrement, il ne se passe rien. Ouais. Alors le climat de confiance, il est surtout développé grâce à l'implication des élus. Aujourd'hui, les 14 maires réalisent un certain nombre d'actions, que ce soit sur leur magazine, sur les réseaux sociaux, que ce soit des courriers qui sont adressés à des seniors, par exemple, tous ceux qui sont repérés dans alerte canicule, etc., reçoivent un courrier de leur maire qui leur dit, vous pouvez effectivement vous identifier, il y a des réunions d'organiser, un lundi sur 2, il y a des webinaires qui sont aussi donnés, et puis on commence à développer tout un réseau avec des associations. Et je dirais, Territoire Zéro Exclusion Énergétique nous permet justement de définir, grâce au comité local et au comité technique ménage, de rassembler les associations locales de façon à pouvoir définir comment, dès qu'il y a un ménage de rencontrer, on peut le faire rentrer dans Territoire Zéro Exclusion Énergétique. Et à Strasbourg, comment ça se passe? Enfin, Strasbourg, c'est aussi la métropole, dont Chilti. Chili. Alors, oui, nous en fait, on a un écosystème qui est extrêmement riche sur ces questions de solidarité, des questions caritatives, d'accompagnement, la lutte contre le sans-abrisme, la lutte contre la précarité alimentaire vers tous les publics. En fait, Strasbourg, on se rend compte que peut-être que vous en avez une image de ville opulente, plutôt riche, plutôt bourgeoise. Marché de Noël. Et en fait, le marché de Noël, voilà, et tout ça, la cathédrale, le Parlement européen, mais en fait, Strasbourg, c'est 25% sous le seuil de pauvreté. C'est un Strasbourgeois sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté, et donc avec des quartiers, avec des vraies fractures sur quartier. Et donc, effectivement, nous, en arrivant, déjà, on a doublé les budgets sur tout le CCAS et tout ça, pour apporter notre soutien et renforcer l'action. Et après, on a des instances en très grande proximité pour définir la politique publique. En fait, c'est très intégré. Nous, on a de toute façon aussi été élus sur un enjeu démocratique, donc de faire en sorte que les citoyens et les citoyennes de Strasbourg participent le plus possible à la définition des politiques publiques. Et donc, on a des instances
Et malheureusement, on peut constater que voilà, on continue de courir après, quoi. Et donc on est très heureux d'être partie prenante et de participer à ce programme Territoire Zéro Exclusion Énergétique, parce que c'est une façon pour nous de croiser les politiques en matière d'habitat, d'énergie et de solidarité et d'action sociale. Et on se dit que si on arrive à inventer une politique vers ces situations de grande précarité domiciliaire, énergétique, mais aussi, on l'a vu dans certains ateliers, d'autres précarités qui sont souvent liées à la précarité énergétique, qui n'est pas la seule, eh bien, si on arrive à résoudre ces situations-là, à inventer des dispositifs, à créer des choses qui arrivent à résoudre et à surmonter ces situations-là, eh bien voilà, qui peut le plus, peut le moins, derrière, effectivement. Mais c'est vraiment, pour nous, l'aboutissement de nos politiques. Mais est-ce qu'il y a aussi un sujet de compétence, notamment au niveau des agents, des élus? Parce que une des grandes difficultés, je considère que c'est un sujet absolument extraordinaire, la lutte contre la précarité énergétique, parce que évidemment, on accompagne les gens en très grande difficulté de vie, c'est un axe social, c'est bon pour le climat, autant en mitigation qu'en adaptation, ça crée de l'emploi local, et c'est bon pour la santé. Mais inversement, si on veut y arriver, il faut impliquer l'habitat, l'énergie, le social, peut-être l'éducation. Enfin, donc comment on peut arriver à ça, et est-ce qu'il y a cette compétence réellement pour agir? Alors nous, à Strasbourg, on a cette chance d'avoir un même projet politique entre le niveau intercommunal, métropolitain et le niveau municipal, à la fois à Strasbourg et Schiltigheim. Donc il y a une cohérence politique, il y a des feuilles de route politiques qui ont été scellées en 2000, lors des élections, en 2020. Et donc, effectivement, l'équipe, l'ensemble des élus, toutes les équipes, moi je suis un des 4 élus qui portent le programme TZE. J'aurais pu être, 3 autres de mes collègues auraient pu venir vous dire exactement la même chose. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a déjà cette première question de la répartition des compétences entre le niveau intercommunal, métropolitain chez nous, et le niveau municipal. Et ici, évidemment, puisque généralement les domaines de l'habitat sont de niveau intercommunal, désormais, évidemment, si vous avez une équipe municipale qui n'est pas en phase, etc., vous avez une équipe intercommunale à l'échelle métropolitaine pour lesquelles la précarité énergétique n'est pas un sujet, évidemment, vous avez toutes les difficultés. De même que, effectivement, c'est important qu'au niveau municipal, on puisse agir, on l'a vu au Chartreux, qu'on puisse aussi agir sur l'espace public. Et donc, si vous ne maîtrisez pas la végétalisation de l'espace public, il y a quelque chose qui manque dans la lutte contre la précarité énergétique domiciliaire. Et après, la compétence, oui, effectivement, il faut l'acquérir. Moi, je considère qu'un élu ou une élue qui porte un sujet, une délégation, à tout le moins, il faut qu'il ou elle se documente et se cultive et se spécialise dans le champ de ces délégations. Donc ça, c'est la première condition. Évidemment, pour porter des sujets comme ça, il faut à tout le moins s'y intéresser, le porter et faire son rôle d'élu. Et puis après, il y a la collaboration évidemment avec les services qui doit être impulsé. Et puis après, il y a tout l'écosystème à organiser. Qui doit être animé aussi par la sphère politique. Donc c'est vrai qu'il y a une montée en compétences sur le sujet, un partage, un niveau égal de connaissances et de culture et d'inventivité à atteindre qu'il faut construire, ouais, clairement. À Lyon, comment ça se passe? Ville, alors donc il n'y a pas de département. Effectivement, il y avait ce département pilote, métropole pilote, mais il y a aussi une région qui a changé récemment. On sait bien qu'il n'y a pas une cohérence politique totale entre la ville de Lyon et la région. Et l'État, mais comment ça se passe? Parce qu'on sait qu'il faut faire de la transversalité, de la verticalité. Enfin, on est quand même sur des logiques écosystémiques. On entend qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais que ça freine quand même un peu. Donc oui, nous, on a donc la métropole qui est intercommunalité et département.
Pour le coup, il y a un alignement politique total entre la ville et la métropole, et ça, c'est vraiment une chance très importante pour pouvoir, puisqu'on a du coup quand même 3 leviers, 3 niveaux de compétences, et donc on agit sur l'habitat, sur le champ social, et puis la ville avec toutes les autres compétences, et puis la clause de compétence générale qui nous permet de nous saisir des sujets. La région, elle n'a pas vraiment impliqué dans ces sujets, au-delà de questions vraiment plus de politique politicienne. Mais moi, ce que je pense qui est important, c'est en fait pourquoi nous, en tant que ville, alors que justement, on a cette métropole qui est interco, qui est département, qui est autorité organisatrice de l'habitat. Donc en fait, il y a beaucoup de compétences. Pourquoi nous, en tant que ville, on se dit, en fait, on ne peut pas non plus complètement laisser le sujet de la lutte contre la précarité énergétique, on ne peut pas laisser le sujet du logement, le sujet de l'habitat entièrement à cette métropole, même si en plus on a un alignement politique parfait, donc on pourrait se dire, bon, bah, je mets mon argent ailleurs et puis c'est pas grave. Le sujet, c'est que en tant que ville, et notamment avec la ville de Lyon, mais aussi nos 9 mairies d'arrondissement, puisqu'on a cette particularité aussi d'être une des 3 villes de la loi PLM, on est en fait en contact au quotidien, on est le premier niveau de démocratie, on a la première porte que les citoyens et les citoyennes poussent quand ils ont un problème, que ce soit d'ailleurs sur des sujets qui ne relèvent pas du tout de nos compétences. On est là, on les accueille et on a en fait ce premier rôle d'orientation, et donc pour nous il était vraiment extrêmement important de travailler sur ce sujet. Et en écoutant, en participant aujourd'hui aux journées, j'ai aussi évidemment des personnes du service Habitat qui sont avec nous et qui ont participé aux journées d'hier. On se demandait, mais alors par rapport à notre territoire, puisqu'on a quand même déjà pas mal d'actions, quelle pourrait être la valeur ajoutée, comment on pourrait s'intégrer dans le programme. Moi, ce que je me dis, c'est aussi la question en fait de comment on implique les personnes concernées, parce qu'on a tous des problèmes d'identification, des sujets d'aller vers, de comment est-ce qu'on arrive à parler, par exemple, aux propriétaires occupants qui ne rentrent pas dans les clous, parce qu'il est un petit peu trop riche, il déplace les plafonds de l'ANA, et puis en même temps, il n'ose pas venir voir, il vit dans une situation compliquée. Comment est-ce qu'on arrive à aller toucher ces gens? Et moi, je pense qu'il y a un vrai sujet de redonner le pouvoir aux gens, de compréhension de nos politiques publiques, de la situation dans laquelle ils sont, et donc aussi de réinventer nos façons d'aller vers qui sont parfois quand même un peu descendantes, que ce soit dans les collectivités, dans les associations, etc., de se dire comment est-ce qu'on remet en fait la personne concernée au cœur du dispositif, y compris pour qu'elle puisse aller sensibiliser d'autres personnes. Est-ce que vous avez des problèmes de ressources ? Évidemment, si on part de Laval en tant qu'artisan, en tant qu'accompagnement, en tant que partenaire associatif, comment vous vivez ça? On va essayer de voir un peu là quels sont les freins qu'on peut arriver à contourner. Est-ce qu'Anaïk, pardon. Non, mais j'ai une amie qui s'appelle Anaïg, donc voilà, qui a un prénom qui est un peu plus, côté Vantes. Mais, enfin, entre Léon et Van. Bon, bref. Est-ce que, voilà, maintenant, c'est quoi les freins? Qu'est-ce qui nous manque, là, des ressources? Tu veux commencer? Alors, si on veut changer d'échelle, bon, évidemment, les TZ2, c'est totalement miraculeux comme approche, mais ça repose quand même sur un budget expérimental. Donc, on est en train aussi de commencer à réfléchir à l'après. Donc, voilà, ouais. Qu'est-ce qui manque pour accélérer? Vous voulez dire après la mise en place de territoire zéro exclusion énergétique? Ça, après, je ne sais pas, parce que déjà, pour nous, c'est quelque chose de nouveau, puis qu'on attendait un peu, voilà, on attendait que ça nous arrive. Alors, je peux vous parler de ça, mais c'est vrai qu'à Besançon, on avait déjà mis des actions en place de lutte contre la précarité. On avait les mallettes énergétiques. Je crois qu'on n'est pas les seuls. Il y en avait d'autres aujourd'hui qui ont présenté le fait qu'ils ont des mallettes énergétiques. On a un appartement témoin. Donc, c'est-à-dire les personnes qui n'arrivent plus à régler leur facture énergétique, elles peuvent venir dans cet appartement et puis dans chaque pièce, on leur explique comment faire des économies dans votre cuisine, dans votre salle de bain. Alors évidemment, pas que sur l'énergie, on en profite pour leur apprendre à faire des économies sur l'eau, sur un certain nombre de choses, comment traiter ses déchets. Et là, donc, nous, on attendait à comment on peut aller plus loin, puisque ce n'est pas la vocation d'une ville que d'aller réaliser chez les personnes, chez les habitants, les travaux de rénovation énergétique.
Donc on a un peu sauté sur l'occasion et voilà. Donc après, c'est le démarrage. Donc il y a peut-être une chose, moi, que j'attends, c'est vraiment tout ce qui va graviter autour, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont capables vraiment de bâtir. Donc les associations, nous on va travailler avec Solia puis avec Julienne Javel. Une fois qu'ils auront, et puis toutes les entreprises locales, une fois que tous ces gens-là auront appris, on espère que vraiment ça va faire effet boule de neige et que ça va continuer, j'ai envie de dire, sans nous, puisque les élus ils sont là, on ne sait pas voilà, si c'est les mêmes qui arriveront après. Donc pour l'instant, c'est peut-être ça qui nous manque un peu, cette boule de neige là qui va se former avec les partenaires. Florence, qu'est-ce qui manque? Comment on accélère? Des ensembliers solidaires. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a des opérateurs très engagés. Il reste des places dans les formations. Voilà, mais le premier souci, hein, c'est recruter. C'est quand même un métier qui est un peu le mouton à 5 pattes. C'était correctement dimensionné quand la rénovation énergétique n'était pas au cœur des priorités. Aujourd'hui, comment arriver peut-être à former en amont, donner une reconnaissance un peu de ce métier, faire que les opérateurs puissent se recruter beaucoup plus facilement, qu'il y ait un juste prix aussi du salaire, parce que c'est quand même un métier qui est exigeant. Et puis souvent, il y en a un qui est formé et puis il suffit qu'il ait une offre ailleurs et il part. Enfin, c'est garder le personnel, le développer. Ça, c'est le premier point. C'est vraiment une priorité. C'est vrai que les actions qui sont menées par Territoire Zéro Exclusion Énergétique et puis Stop Exclusion, c'est fondamental pour reconnaître ce métier. Après, la deuxième ressource, mais c'est une ressource financière, hein, parce que le reste à charge, même s'il est le plus faible possible, il reste très ou trop important. Les banques, c'est dommage qu'il n'y ait pas de banquiers dans la salle, mais il faut vraiment qu'ils se bougent autrement que par du discours, des effets d'annonce. On a malheureusement des dossiers qui s'arrêtent, des ménages qui ont cru, qui ont eu des étoiles dans les yeux et qui, au final du final, avec toute l'aide, même... Alors heureusement, il y a le fonds de solidarité de Stop Exclusion, mais il n'y a pas suffisamment d'argent pour répondre à l'ensemble. Et ça, c'est une vraie problématique. Et effectivement, même si Territoire Zéro Exclusion Énergétique existe, c'est 3 000 accompagnements financés face aux 500 000 nécessaires en France, et que malgré, même en marge renforcée, on est à 3 200 €, donc on est à la moitié de ce que nous on estime, ce qu'on a calculé, ce qui est minimum 6 500 €, ce qui est le modèle du programme. Qu'est-ce qui manque à Marseille ? Enfin, en tout cas, l'équipe municipale. Non, enfin, ce qui manque, c'est effectivement, il y a la question du financement. On ne trouve pas encore les bons dispositifs sur la question du reste à charge, du financement du reste à charge. La question de l'avance également est un enjeu majeur. Qui peut faire l'avance des travaux, la période de latence qui peut exister, qui est souvent un frein réel. Après, si un jour on veut vraiment massifier, si on a des filières qui sont structurées, il y a peut-être passer à une logique d'incitation, d'une logique d'incitation à une logique d'obligation. Et donc là, il faut imaginer effectivement un levier financier qui peut être une avance intégrale de l'État via des prêts hypothécaires, via différents dispositifs qui peuvent être d'ailleurs bonifiés avec les bénéfices en fait en termes de gaz à effet de serre, par exemple. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses si on change complètement de paradigme en matière de rénovation énergétique. Et puis, ce qui manque, bien évidemment, c'est la formation en fait, des professionnels. On aimerait, nous, on va essayer d'expérimenter sur les territoires zéro exclusion, mais on voit bien qu'il faut former massivement en formation continue, en formation initiale également des artisans, des professionnels des questions de rénovation, qui est les ensembliers solidaires et qui est une forme de formation généralisée à ce nouveau métier. Et nous, on essaye d'expérimenter un outil qui est le revenu de transition écologique. Et je pense que sur les questions d'éco-rénovation, c'est un outil qui est essentiel, notamment pour ceux qui veulent basculer d'une activité plutôt axée sur la construction vers la rénovation en se spécialisant et en ayant un accompagnement en fait, financier, un revenu garanti sur cette période de transition. Donc voilà, ça c'est ce que je vois qui nous manque. Et puis après, il y a toute la question
logistique, de l'approvisionnement en matériaux biosourcés, etc. Et il y a un projet qui est original à Marseille. C'est une coopérative qui va être montée, donc qui est soutenue, la démarche est soutenue par l'ADEME, autour de cette question de l'éco-rénovation, qui permettrait de lier justement la formation des professionnels, mais également la mutualisation d'outils et l'approvisionnement donc en matériaux biosourcés. Merci. Marc Offès, même question. Qu'est-ce qui manque pour aller plus vite? Accélérer, parce que, encore une fois, les dérèglements climatiques, tu disais que dans tes territoires, les températures sont plus les mêmes, mais par contre, on est rattrapé par ce qu'on appelle maintenant les brouillards thermiques. Donc, qu'est-ce qui manque? Oui, beaucoup de choses ont été dites, hein, c'est vrai, hein, c'est les enjeux de financement, des mécanismes financiers. Hein. Nous, on a chiffré à Strasbourg, que si on voulait atteindre nos objectifs de baisse des consommations sur le secteur des bâtiments à l'horizon 2050, il fallait 16 milliards. Hein, qu'à Strasbourg, une agglo de 500 000 habitants. Quoi, voilà. Donc ça, c'est évidemment l'enjeu financier. On a bien sûr aussi l'enjeu des AMO, de l'ingénierie d'accompagnement des projets pour créer de la confiance, la création de la confiance. On a l'enjeu aussi du tissu économique. Est-ce qu'on a les entreprises, concrètement, les filières, pour répondre à ces objectifs? Ça a été chiffré, hein, le nombre d'emplois que ça pourrait générer, mais encore faut-il les générer. Donc encore faut-il créer les conditions, les filières de formation, restaurer l'image des métiers concernés. Parce que pendant longtemps, en France, dans notre pays, hein, quand un jeune était en échec en troisième et qui était pas bon en maths ou en français, on l'envoyait à l'apprentissage. Hein, vas-y. Et donc, cette image dégradée des métiers, notamment du bâtiment, entre autres, il y en a plein, hein, ça, c'est une des conditions et je pense que c'est un des gros problèmes parce que derrière, il va falloir effectivement avoir les entreprises qui vont réaliser les travaux et je ne parle même pas des filières biosourcées, je ne parle même pas des nouveaux matériaux qu'il faudrait pour ne pas avoir l'effet rebond de la rénovation énergétique. Donc voilà, on est devant quelque chose de très, un vrai défi, hein, assez vertigineux mais enthousiasmant. Parce qu'il n'y a que celui-ci qu'on peut relever. Sinon, sinon c'est le mur. Donc, allons-y. Et je trouve que un territoire zéro exclusion énergétique nous donne le cadre et l'opportunité de réfléchir à tout ça. C'est pour ça qu'on... Je précise juste que à Strasbourg, hein, voilà, pas la promo, on a mis en place un PTCE, on a été lauréat d'un PTCE, alors on me demande pas ce que ça veut dire, la coopération économique à la fin, mais c'est en fait un programme qui permet plan de mettre... territorial de coopération économique. Voilà, exactement. Donc le PTCE permet de mettre autour d'une table l'ensemble des partenaires, des banquiers aux chambres consulaires, aux instituts de formation, au CFA, etc., aux communes, aux élus, autour d'une table, autour de cette problématique des métiers de la rénovation énergétique à l'échelle d'un territoire. 1, 2, voilà, c'est revenu. Avant de passer aux questions, interventions de la salle, même question pour vous, pour toi. Merci. Bon, je me retrouve dans beaucoup de ce qui a été dit, donc je ne vais pas répéter ce que mes camarades ont dit. Par contre, moi, je pense qu'il y a un sujet là qu'on n'a pas traité, puisque c'est vrai qu'on est vraiment sous l'angle de l'exclusion énergétique, de la précarité, mais en même temps, c'est un sujet qui est quand même important, c'est la question des copros et de comment fonctionnent ou ne fonctionnent pas les copros, et tu faisais référence à peut-être à un moment donné, peut-être un besoin qu'on aura d'aller vers une forme d'obligation en fait à la rénovation énergétique et plus cette approche très incitative qu'on a aujourd'hui. Moi, j'y suis évidemment favorable, ce qui demandera de vraiment rentrer de façon collective dans ce défi, plus que de faire finalement quand même reposer aujourd'hui en partie la responsabilité aux personnes individuelles, même s'il y a des accompagnements, des aides, c'est quand même, vu que c'est pas obligatoire, ça repose sur la volonté de chacun et donc la responsabilité est individuelle. Moi je pense qu'il faut passer vraiment pour arriver à accélérer, vraiment à massifier et donc à tenter de répondre aux défis climatiques si on en est encore capable. Il faut vraiment passer
à une massification, donc à une obligation qui nécessite des moyens collectifs pour accompagner ce processus et du coup qui nécessite aussi, à mon avis, quand même de questionner notre rapport à la propriété, en tout cas déjà en commençant par les règles au sein des copros qui parfois bloquent des projets. Moi, ça me semble extrêmement important de travailler sur ce sujet-là aussi. Donc effectivement de la mutualisation et d'ailleurs il y a un mot que vous n'avez pas cité, mais peut-être qu'on manque un peu aussi de solidarité et de fraternité. Mais c'est quand même sous-jacent de tout ce que vous avez dit et peut-être qu'on peut même considérer que c'est dans l'actualité, mais on n'est pas là pour faire de la politique, il paraît. Quoique. Questions, réponses. Bon, une règle assez simple, on n'a pas beaucoup de temps. Si on a un peu de temps. Non, mais si tu me casses tout de suite, moi j'essaye d'éviter les prises de parole intempestives et trop longues. Mais effectivement, on a un petit peu de temps pour débattre. On a la chance d'avoir une belle représentation d'élus. Et encore, je te dis représentation d'élus, finalement. On n'a pas de ruralité autour de la table. Alors que c'est aussi un sujet éminemment rural. Je crois que Jean Viard en parlait ce matin. Alors, qui veut commencer ? Je serai intraitable sur le temps, contrairement à ce que dit Carole. Bon, c'est... Peut-être une prise de parole élue en ruralité, ou pas loin de la ruralité. Non. Non ? Allez, vas-y. Même si on se connaît maintenant tous très 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 bien, n'hésitez pas juste à donner votre nom et d'où vous venez. Bonjour, je travaille à l'Agence du climat de Strasbourg. Je voulais savoir si c'était pertinent et possible, par dossier, de créer une sorte de commission d'éligibilité, en fait, avec tous les acteurs qui pourraient travailler sur ce dossier en particulier, pour éviter, en fait, de dire au final, non, vous ne pouvez pas être pris en charge, vous n'avez pas l'argent, vous ne pourrez pas bénéficier de rénovation. Alors, là, il faudrait poser la question à l'ANA, mais d'ailleurs, effectivement, Grégoire, frère Jacques, devait être là, mais il n'a pas le droit. Voilà, l'ANA, en tant que représentant de l'État, et des gens sont présents dans la salle, mais n'ont pas le droit de parler en public. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Oui, alors nous, à Lyon, on a une commission qu'on appelle une commission éco-rénov'. On en a une pour les copros et on est en train d'en développer une pour les bailleurs. Donc justement, on met... alors c'est plus d'un point de vue architectural, puisque je l'ai pas précisé, mais Lyon, on a aussi une spécificité, c'est qu'on a une grande partie du territoire de la ville qui est un territoire UNESCO, et c'est l'ensemble du site qui est classé. Et donc, on a une responsabilité particulière par rapport au caractère patrimonial de notre ville, remarquable, et donc ça a des aspects extrêmement positifs, mais ça porte aussi quelques contraintes parfois sur les projets qu'on peut faire ou ne pas faire, y compris en matière de rénovation énergétique. Et donc, on a une commission qui réunit les ABF, l'Agence locale pour l'énergie et le climat, l'ALEC, les services de la ville qui ont aussi tous les pouvoirs d'urbanisme. Il y a aussi le regard patrimonial. On a le CAUE, qui est une autre association qui accompagne les ménages et qui émet en fait des recommandations préalables et qui peut ensuite faire un suivi pour accompagner les copros, pas tant sur le montage financier en l'occurrence, mais au moins pour regarder le sujet de la faisabilité des projets. Et ça pourrait être intéressant, effectivement, de se dire comment est-ce qu'on élargit ou on crée une commission qui regarderait aussi les éléments financiers. C'est fantastique, mais combien de dossiers par an vous arrivez à traiter ? Parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Je n'ai plus les chiffres en tête. Je regarde Luc qui participe régulièrement. C'est une fois toutes les 2 semaines, une après-midi. Ah oui, c'est beaucoup. Et il y a au moins 10 dossiers qui sont passés par après-midi. Donc... 10 à 15 dossiers, une fois toutes les 2 semaines. Et c'est vrai que c'est un gros travail d'analyse, nous, au niveau de la commission. Nous, on finance du reste à charge. On a un fonds qui finance plafonné. D'ailleurs, je peux aussi insister pour ceux qui n'ont pas encore compris, mais je crois que la plupart d'entre vous connaissent. Donc, on a un fonds qui est très modeste. On va aider à peu près 200 familles cette année. Et on finance jusqu'à 10 000 euros, 10%, les 2 plafonds. Et effectivement, on travaille
dossier par dossier, avec une expertise amont, une commission avec évidemment une gouvernance indépendante de la gouvernance globale de l'association. Et c'est un très très gros travail, très important et aussi d'ailleurs très enrichissant pour nous. Florence, tu voulais réagir? Oui, Carole m'a soufflé à l'oreille qu'il fallait que je parle de quelque chose, mais je suis très borderline quand même, parce qu'il y a du RGPD, on est en train de parler de dossiers de famille, donc je ne sais pas, c'est enregistré, je vais avoir des soucis après. Non, si tu cites personne, il n'y a pas de Voilà, pas de donc sujet. je cite personne. Effectivement, c'est intéressant qu'entre l'ensemble des personnes qui sont en relation avec des habitants, on puisse se dire, bon, ok, j'ai identifié ce ménage dans ces caractéristiques-là, tiens, il a peut-être besoin d'un support, d'un soutien, tel autre. Clairement, c'est indispensable d'avoir des rencontres de ce type. Maintenant, voilà, RGPD, mais ça joue aussi sur l'aspect technique. Nous, on a aussi des moments, des discussions, mais alors je vais simplifier énormément, mais est-ce que ça vaut la peine d'avoir 10, 12 000 euros pour une clim réversible? Pour une double flux, pardon. J'ai un coup de fatigue, je suis désolé, c'est comme ça arrive. C'est de la faute, non, parce qu'il y a des responsables quand même. C'est un des territoires zéro exclusion énergétique qui est légèrement à l'ouest de Marseille, plutôt plus près de Toulouse. Ils nous ont un peu rendu la soirée difficile hier soir. Non, mais voilà, on met des ventilations double flux. Et la commission dit, ouais, mais est-ce qu'on met 12 000 euros? Parce que si on met 12 000 euros plus là, ben après, c'est des montants de travaux. Alors, je sais que Vincent est là, Vincent Legrand de Dorémy, qui est le grand défenseur de la ventilation double flux, mais il n'y a pas que lui. C'est des vrais sujets. On est confronté tout le temps. Et c'est vrai qu'il y a besoin d'une expertise humaine assez large sur tous les dossiers, sur tous les domaines. Et c'est un des freins que l'on a si on veut éviter, évidemment, gaspillage et escroquerie et autres. C'est à toi pour te présenter. Bonjour, Michel Pernaud-Dubreuil, je suis élu à Marny-les-Compiègnes. Donc c'est une commune qui fait un peu le trait d'union entre les villes rurales et la ville-centre Compiègne. Ma question porte sur le fameux comité local qui se constitue progressivement autour de la question de la rénovation énergétique. Quelles sont vos expériences en matière de gouvernance sur des projets où il y a de la complexité? Vous citiez tout à l'heure Marc of CES, le PTCE, pôle territorial de coopération économique, il y a les plans alimentaires territoriaux, il y a toutes sortes de dispositifs qui font travailler ensemble des élus, des techniciens, des banques, des entreprises. Quel est le dispositif qui vous semble le plus pertinent, opérant, à créer autour de la rénovation énergétique et de la précarité? Marc, tu as été interpellé, mais les autres peuvent aussi répondre. Peut-être pour nous, le comité local, il est tout nouveau, hein, puisqu'on vient de démarrer, en fait. Hein, on a signé ce... Et donc, effectivement, on est en train de voir. L'objectif, c'est pas de multiplier les instances et trucs. On a le conseil métropolitain de la transition énergétique. On a le pacte, on a un pacte urbanisme qui réunit l'écosystème territorial autour des questions d'urbanisme, d'aménagement et de construction, qui notamment nous a aidés à préparer les évolutions. Je vais me permettre de faire une petite information technique. Ceci est un micro, ceci est l'antenne des micros. Si vous mettez la main, voilà, tout le monde voilà. C'est pour ça que ça coupe. Oui, pardon. Oui, je vais faire plus court aussi. Donc on est en train de déterminer le meilleur endroit. L'objectif, c'est comme on est sur des politiques croisées. On peut effectivement intéresser les mêmes personnes. Et il ne faut pas que ces mêmes personnes se retrouvent dans des dispositifs différents. Une fois, on parle d'urbanisme, une autre fois, on parle de précarité énergétique. Puis, ils ne comprennent pas. Donc, il faut faire attention à ça. Et donc, on va voir dans la durée. Pour l'instant, le comité local, il regroupe vraiment les partenaires du dispositif. Et on verra qui, comment et dans quelle instance aborder ces questions. Et vous avez des difficultés à trouver des gens pour siéger dans ces commissions, parce que c'est quand même un problème que l'on a. Qui est disponible, compétent et suffisamment souvent? C'est pour ça que je posais la question sur la commission tous les 15 jours. C'est quand même un investissement en temps important. Florence, si vous voulez répondre.
Oui, en termes d'organisation, hein, je réponds d'abord à monsieur et après. Les comités locaux, c'est un peu des grands comités de pilotage. Hein, ça se réunit, je dirais, 2 fois dans l'année avec les élus. Et c'est faire un état des lieux de ce qui s'est passé entre 2 comités locaux. Entre 2 comités locaux, qu'est-ce que l'on a? Moi, j'ai mis en place 2 comités techniques. L'un qui rassemble tous les acteurs qui sont autour des ménages, que ce soit les associations, que ce soit le CCAS, enfin tous ceux qui sont à un moment donné en contact avec les ménages. Et par ailleurs, il y a la même chose en contact avec les artisans. Ce qui fait qu'on a des réunions, je dirais, autour des sujets, le ménage, l'artisan, il nous faut plein d'artisans, il nous faut les ménages, les mieux les détecter, etc. Et ce qui fait que c'est plus souple, je pense, que des réunions. Les élus se mobilisent pour les comités locaux avec un vrai état des lieux, un bilan de ce qui a été réalisé. Donc voilà, et je me souviens plus de ta question. La difficulté à mobiliser suffisamment de personnes compétentes suffisamment souvent pour faire des comités. Un programme extraordinaire, donc tout le monde vient. Non, mais là, évidemment, on parle du programme TZ2, mais d'une façon plus large. Non, mais c'est un vrai sujet, c'est difficile. Quand on parle d'ensembliers solidaires, d'ensembliers territoriaux, on demande à des gens d'avoir la capacité de croiser du social, de l'économique, de l'emploi, du climat, voire et de la santé, et autre chose. Et c'est pas forcément facile parce qu'on voit bien quand dans les équipes municipales, je parle pas que des élus, je parle aussi des services, faire de la transversalité, c'est pas toujours très très facile. Qui veut poser une question, une intervention? Je crois que Carole avait une question. Ah oui, je ne résiste pas, mais pas en priorité. Bon, je vais la poser. Hein. Alors, ce matin, il y avait un groupe de travail sur la mobilisation des élus. Je crois que ce magnifique plateau d'élus que nous avons là maintenant n'étaient pas tous dans ce groupe de travail. Et donc, en termes de mobilisation des élus, par rapport à d'autres collègues élus, qu'est-ce qui vous semblerait utile qu'on vous apporte? Ou si vous étiez totalement nouveau sur le sujet de la précarité énergétique et si vous aviez besoin de formation, de sensibilisation ou d'outils, qu'est-ce que vous voudriez qu'on vous apporte? Allez, vous pouvez tous répondre. Qui commence? Allez, vas-y, on fait passer le micro. C'est très simple. Hein. C'est quand même un sujet justement très transversal. Il faut se dire les choses. Les élus, on est plutôt en silo. Ça commence à se développer, mais quand même, les services un petit peu comme ça. Donc je pense que c'est vraiment des instances qui permettent de rassembler les deux, ensemble ou pas ensemble, et puis d'inscrire finalement l'habitat, la rénovation dans la notion d'écosystème complet, la notion de santé, la notion de gaz à effet de serre. Se dire que finalement ce sont les maisons qui émettent le pourcentage de gaz à effet de serre dans une collectivité de façon plus importante. Personne ne va dire « ah, je ne savais pas ». Donc je pense qu'il faut partir de la base, se dire en termes de dérèglement climatique, en termes de ressources naturelles, en termes d'énergie, d'eau, en termes de personnes, de santé, d'argent, soit je me chauffe, soit je me nourris correctement. Et je pense qu'il faut partir vraiment de la base et de cette vision globale. Donc on ne dit jamais formation parce que les élus savent tout, mais quelque chose qui ressemble à ça. Merci, on peut parler de compétences. Anaïque. Alors, nous, on a lancé le projet sur un quartier de la ville de Besançon et on a un adjoint de quartier sur ce quartier. Alors, c'est vrai qu'on est quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'élus qui se sentent concernés. Mais il faut chercher un domaine encore dans lequel j'aurais peut-être envie d'aller plus loin, c'est peut-être le domaine de l'urbanisme. Parce qu'on voit avec ce projet territoire zéro exclusion énergétique, qu'en fait, on prend les choses dans le sens où on demande aux personnes qui occupent les bâtiments, vous avez besoin de quoi? Et souvent en urbanisme, quand on est sur de la construction, alors là je pars sur de la construction neuve parce que malheureusement on ne pourra pas faire que de la rénovation de tous les bâtiments et on a besoin de construire et vous savez qu'on est sur des PLI à renouveler, des SCOT et qu'on n'a plus le droit de consommer de terrain, enfin voilà, tous les élus savent les gros problèmes qu'on peut avoir par rapport à ça, qu'on essaye de se reconstruire les villes sur les villes
Et il y a quelque chose qu'on ne pose jamais comme question aux gens, c'est en fait, c'est quoi votre logement idéal? Alors ça commence à venir, mais quand on fait ça, on se rend compte que les personnes peuvent dire, ben moi, en tout, la pièce principale pour moi, c'est ma chambre. J'ai besoin d'une grande chambre, par contre je ne fais jamais la cuisine, donc la cuisine c'est pas la peine. Et vous allez trouver d'autres personnes qui vont vous dire exactement l'inverse, je ne passe pas du tout du temps dans ma chambre, par contre j'ai besoin d'une grande cuisine. Alors si je dis ça, c'est parce que voilà, tout ce qui est après aller évoluer vers, enfin, faire venir l'urbanisme dans ce projet. Si on voilà. On continue sur le. Moi j'ai deux sujets. Alors moi j'ai été formé par les services. Je pense qu'un élu qui prend une délégation en début de mandat, voilà, la première des choses, c'est d'être formé par les services, briefé, etc., avant de se faire une... Et je remercie certains des représentants ici, les services. Moi, j'ai deux choses qui me paraissent particulièrement importantes et qui relèvent peut-être aussi du rôle de l'élu. C'est la confiance dans comment l'élu peut contribuer à l'aller vers. Et qu'est-ce qui fait qu'il peut conforter la confiance de la personne dans le dispositif, dans la démarche qu'on lui propose. Et là, il y a des ressorts psychologiques, il y a des choses. L'élu, il ne peut pas débouler comme un VRP à vendre un dispositif dans la cuisine du mec, quoi. Voilà, c'est pas. Donc là, il y a effectivement un besoin que je ressens. L'autre besoin, c'est de convaincre les intervenants sur la nécessité de travailler aussi sur l'espace public. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que j'ai compris aujourd'hui, ici à Marseille, pendant ce séjour, c'est qu'effectivement, on peut travailler sur l'amélioration du confort de l'habitat de l'espace privé, et c'est évidemment une priorité absolue, mais si on ne le fait pas en même temps, le confort sur l'espace public, par exemple en luttant contre les îlots de chaleur, si on continue à laisser l'espace public qui reste un radiateur, vous avez beau offrir la possibilité à l'espace privé d'ouvrir les fenêtres pour se rafraîchir la nuit, par exemple, non, ça ne marchera pas, quoi. Donc il y a cette liaison à faire, et ça suppose qu'on porte vers d'autres élus, d'autres services, d'autres intervenants, le sujet de la précarité, de la lutte contre la précarité énergétique. Sophia. Alors, moi, je suis une fervente défenseuse, justement, au contraire de la formation des élus. Je pense qu'on est loin de tout savoir et on n'a pas à tout savoir non plus, parce qu'en fait, sinon, on devient des élus techniciens et on perd totalement le rôle vraiment politique et on démocratise en fait cette fonction et on risque de perdre les gens. Donc, de la formation, on l'a évidemment auprès de nos services, mais on a aussi en fait des budgets, des financements, tout un tas d'organismes en fait qui permettent aux élus de se former sur tout un tas de sujets. Et c'est vrai que sur la lutte contre l'exclusion énergétique ou lutte contre la précarité énergétique, je ne sais pas s'il y a des formations qui sont spécialisées, mais ça serait intéressant peut-être de développer ça pour les élus. Je sais qu'il y a des cadres... On y travaille justement. Ben voilà. La question. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Alors nous, en fait, on a reçu l'injonction, nous élus de la ville de Marseille, de nous former en fait aux questions en fait de transition énergétique notamment par l'Assemblée citoyenne du futur. On a mis en place une assemblée de citoyens tirés au sort et une des recommandations de l'Assemblée, ils ont restitué leurs travaux récemment, c'est justement la formation des élus et des agents. Je pense que c'est essentiel de lier les deux, hein, parce que malheureusement la culture du silo existe aussi côté administration. Et effectivement, c'est essentiel de pouvoir embarquer, de pouvoir former aux enjeux de la précarité énergétique les spécialistes du logement, des questions énergétiques, de santé, de solidarité, d'urbanisme, de culture également, ce qu'on a vu sur les questions patrimoniales, qu'il y avait du frottement en fait, entre notamment développement des ENR, rénovation énergétique et patrimoine, conservation du patrimoine. Donc c'est essentiel d'embarquer tout le monde, c'est essentiel de former les élus et les citoyens, et nous en tout cas on va le faire cette année puisque l'ACF nous y oblige. Et je crois que la fresque est un très bel outil, en tout cas je pense que pour les agents et pour les élus qui n'ont pas forcément une très grande connaissance, c'est un outil, enfin on pourrait imaginer une formation hybride avec la fresque en début de journée pour une initiation un peu généraliste, et après une entrée plus focus sur les situations locales avec les acteurs du territoire. C'est tout à fait un outil de sensibilisation qui démarre justement une prise de conscience sur la problématique et les enjeux et les solutions, tout à fait.
Donc ça va être pas, mais ça obligatoire à Marseille. Moi, je veux juste vous dire au revoir parce que je suis obligée d'y aller. J'ai un train qui ne va pas m'attendre. Donc je vous remercie tous pour l'organisation. Continuez bien. Merci beaucoup. Bon retour. C'est vrai que Marseille est loin de certaines collectivités et que comme il n'y a pas beaucoup de monde qui prend l'avion, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, effectivement, il faut un petit peu de temps. Il y a de quoi prendre encore une ou deux questions, si vous avez. Ah, ici, regarde. Bonjour, donc Florian Brugman de chez Saint-Gobain. On a parlé beaucoup donc, des propriétaires occupants. On a vu aussi la répartition dans les différentes communes. Est-ce qu'on peut s'occuper aussi des propriétaires non occupants, enfin surtout des locataires finalement qui vivent dans des situations de précarité, mais qui vivent dans des biens qui ne sont pas les leurs? Est-ce que quelqu'un veut réagir? Hop. Là, c'est là où, par exemple, pour appuyer le propos sur la question de l'obligation qui parfois a besoin, c'est vrai que quand on a eu cette annonce sur la mise en place de passoires thermiques et du coup la fin de l'autorisation de louer pour certains appartements, c'est en tout cas nous sur Lyon, on a commencé à voir débarquer à la LEC, etc., des propriétaires bailleurs qui avant on ne les voyait pas vraiment. Ils étaient dans les copros, alors certains jouaient le jeu, mais certains ne jouaient surtout pas le jeu. Et du coup, pour moi, c'est là où il y a en effet un enjeu pour travailler sur le sujet. On y travaille aussi, en tout cas nous à notre niveau, avec de l'accompagnement, de l'incitation, y compris du financement local pour débloquer certaines situations. Mais pour moi, là, on voit bien aussi l'importance d'avoir une règle et d'avoir un cap, une règle, des règles du jeu commune qui ont quand même une certaine stabilité dans le temps et pas que un an avant la mise en place de notre règlement, hop, on change la formule et puis tout d'un coup, on sort toutes les petites surfaces du mécanisme des passoires thermiques. Pour moi, c'est vraiment important qu'on se donne collectivement aussi des règles du jeu qui soient respectées. Et je crois que c'est y compris les entreprises qui le demandent d'avoir de la visibilité sur les règles. Merci. Vas-y, je te laisse réagir. Non, sur la question des propriétaires, des locataires en fait, qui peuvent être accompagnés, je crois que le SLIM aussi répond quand même pas mal à cette problématique. Le SLIM, on va plutôt chercher des locataires. C'est là qu'il y a une complémentarité entre SLIM, territoire zéro exclusion. Et puis, il y a un souhait que l'on espère réaliser très bientôt, c'est on travaille sur les syndics. Et donc les syndics, là pareil, ça va toucher des propriétaires occupants, mais pas que, des locataires. Et à Marseille, donc c'est né en fait de réflexions dans le cadre des états généraux du logement que l'on fait chaque année. On a un atelier sur les questions de transition et logement. Et cette année, en tout cas, c'est ça qui a émergé comme idée phare, le fait de soutenir notamment les syndics bénévoles qui n'ont pas l'ingénierie, qui n'ont pas les compétences pour initier des projets, pour connaître en fait le labyrinthe des aides existantes, et donc apporter cet appui à la fois en termes d'adaptation justement sur les cœurs d'îlots, d'adaptation au changement climatique, mais également sur les questions de rénov', d'amener cet appui. On est en train de réfléchir, de monter une SIC en fait, avec les collectivités qui seraient partie prenante, mais également les habitants, et puis d'autres structures qui seraient au cœur de ce nouveau syndic coopératif, on va dire. Merci, on va être tout près de conclure. Comme vous savez, on va signer une déclaration autour du maire de Marseille, du président de notre association, au nom de l'association et tous ceux qui vont signer bien évidemment. Et en conclusion, on propose, mais je crois qu'il y a un petit raté, mais on va se récupérer avec Sophia, de réagir à un des 10 items. Je dis ça parce qu'il y a un petit problème de lien avec Sophia et elle a pas reçu elle avant. Donc voilà, les 10 items. Donc je vous propose d'en choisir un chacun. Voilà, ceux qui évidemment, ceux qu'on pu recevoir. Donc Annick avait choisi, mais elle a dû partir, massifier la rénovation globale, performante et écologique de l'habitat des personnes en situation de grande précarité sans discrimination. Florence est plus sur l'item 3 que je la laisse donc.
Je lui laisse le lire et réagir. Alors le 3, c'est s'appuyer sur un portage politique reposant sur une gouvernance locale multi-acteurs. Tout simplement parce que s'il n'y a pas une volonté politique forte sur un territoire, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Il va y avoir une déperdition d'énergie, de temps. Donc pour moi, le portage politique est fondamental et la réussite n'est possible qu'avec une communauté d'acteurs, l'ensemble des parties prenantes. Alors, je crois que Marc avait pris le même, donc tu as le droit de... Oui, j'aimais bien la 3 aussi, hein, mais j'aime toutes les 10 évidemment. Donc là, je vais prendre la 1. Faire de l'exclusion énergétique une grande cause territoriale et nationale. Alors, je ne sais pas si nationale, on va évidemment y contribuer, mais ce que j'aime dans cet item, c'est la grande cause territoriale. Et c'est ça qui est intéressant dans la démarche qu'on partage. Et ça a été dit par Viard ce matin, c'est-à-dire que c'est dans le local et dans le territoire qu'on trouvera les ressources, qu'on trouvera les solutions en proximité, en impliquant les personnes concernées. Et ça, évidemment, c'est un point de méthode qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer en France. Voilà. Mais il faut le faire. Il faut qu'on gagne en horizontalité, en transversalité, qu'on se fasse confiance les uns les autres et qu'on se place dans une logique de coopération territoriale plutôt que de compétition. Voilà. Alors, sur la grande cause nationale, on a déjà essayé, c'était même un point de départ. J'en doute pas, et on va y contribuer, bien sûr. Mais on va relancer ça parce que je crois que ça va s'imposer. Sébastien, donc non, comme ça je laisse un petit peu plus de temps à Sophia. Sébastien, le 5. 5, donc encourager la montée en compétences via le déploiement de formations spécifiques à la lutte contre l'exclusion énergétique. Donc on en a quand même beaucoup parlé les uns les autres. L'enjeu de la formation des professionnels, on le voit nous sur le territoire, dès qu'on a mis en place la démarche territoire zéro exclusion, on avait les chambres consulaires, la CAPEB, la chambre des métiers qui étaient partie prenante pour justement faire monter en compétence leurs artisans, se disant qu'il fallait qu'ils puissent répondre à des marchés, qu'ils puissent être acteurs justement les artisans locaux de cette grande cause territoriale. Et donc c'est essentiel d'avoir des structures de formation ad hoc et spécifiques, et cet enjeu est pour moi capital. Sophia, avec le micro de Sébastien. Moi, je vais prendre la 9, s'engager à simplifier les politiques et les actions publiques, ainsi que leur accès pour les bénéficiaires, qui fait écho au message que j'ai porté pendant cette table ronde, notamment sur la question des personnes concernées, de redonner le pouvoir aussi. Et donc ça fait aussi un peu écho à la 4 sur l'information, la communication, la sensibilisation. Je pense qu'il faut arriver à redonner le pouvoir aux gens d'agir sur leur logement, de comprendre ce qui se passe, de comprendre comment ça s'articule autour d'eux. Et donc on a besoin à la fois de simplifier et de communiquer. Et pour ma part, je prendrai la 10, partager les retours d'expérience, capitaliser sur les acquis et être un ambassadeur de la lutte contre la précarité énergétique. Ça tombe bien, on est tous là pour ça. Voilà. Et en clôture de la clôture, allez, un petit mot de Marc. Il y a une annonce à faire que je lui laisse, même si on en reparlera évidemment tout à l'heure quand Benoît Payan sera là. Merci Gilles, merci à toutes et à tous. Donc j'ai le grand plaisir de vous transmettre l'invitation de Jeanne Barséguian, maire de Strasbourg, pour le prochain campus 2025 qui vous est proposé de le tenir à Strasbourg. Et on propose de le faire dans le cadre des Assises européennes de la transition énergétique que nous accueillerons à la même période, au mois de juin prochain. Et donc, parce que dans notre dossier pour les Assises, on a mis en avant la transition énergétique pour toutes et tous. Et il me semble que accueillir ce campus dans le cadre de ces Assises, évidemment, nous fera faire peut-être des petites économies de mutualisation budgétaire. Alors, on a été très bien accueillis à Marseille. La barre est haute, on va tâcher de faire pareil. Pour vous donner un petit avant-goût, Nathalie m'a dit qu'il restait un peu de Münster. Voilà, donc un avant-goût. N'hésitez pas, hein, c'est un petit avant-goût gustatif et gastronomique de Strasbourg 2025 pour le campus. Merci beaucoup. Merci, et vous pouvez applaudir. Non.
Et c'est d'autant pour nous tous une opportunité que les assises de la transition énergétique, que je connais très bien depuis longtemps, réunissent souvent plusieurs milliers de personnes, souvent 3 ou 4 000, qu'on sera à quelques mois des municipales. Et évidemment, on clôturera les territoires zéro exclusion énergétique pendant cette année 2026, mais ce sera important avant la fin de porter le message pour que dans ces élections municipales soit partagée l'envie de faire des territoires zéro exclusion énergétique partout en France, y compris dans l'ultramarin, ce qu'on n'a pas réussi à faire cette fois. Merci. Merci à tous, merci aux intervenants et merci à Carole de nous donner les derniers points de repère.